651e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Un journal de bord exclusivement consacré cette fois à la campagne présidentielle et son déroulé. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Vous avez été 5 fois candidat à l'élection présidentielle. Vous en connaissez tous les ressorts, toutes les situations, toutes les hypothèses. Et toutes les difficultés. Et les grandes difficultés. Est-ce qu'on peut dire qu'aucune campagne présidentielle ne ressemble complètement à aucune autre, au fond? Non, en fait, non. C'est toujours un peu différent. D'abord parce que les candidats sont différents. Et puis les situations économiques, sociales, politiques sont différentes généralement. Celle-ci, est-ce que vous considérez qu'elle est d'ores et déjà lisible ou qu'elle comporte des plages de mystère? Donc je crois qu'elle est très mystérieuse, justement, et qu'il est assez difficile de faire un pronostic compte tenu des candidats et des candidates, bien sûr, mais aussi d'une situation politique qui est assez floue. Je voudrais rappeler un souvenir. À la même époque, au mois de janvier 2002, les enquêtes vous donnaient 9%. Et vous allez vous retrouver quelques semaines plus tard au second tour de l'élection présidentielle. Oui, on ne peut jurer de rien. Et puis c'est quand même le corps électoral qui décide et il est très difficile à cerner. Surtout avec l'armée des abstentionnistes dont on ne connaît pas les intentions à ce stade. Oui, parce qu'on attribue souvent aux personnes, on dit les électeurs de Zemmour, les électeurs de Le Pen, ils ne sont pas propriétaires de nos électeurs. Et ceux-ci peuvent parfaitement avoir de la sympathie pour telle ou telle personnalité et voter pour une autre. Alors ces derniers jours, vous avez pris une position. Vous étiez interrogé à la suite d'une attitude prêtée à Marion Maréchal, alors qu'on n'est pas complètement sûr d'ailleurs qu'elle ait voulu dire ce qu'on lui fait dire, puisque la presse a interprété les choses d'une certaine manière. Et donc vous avez pris position. Vous aviez indiqué que vous souhaitiez avoir une rencontre avec Marine Le Pen, puis avec Marion Maréchal, afin de vous faire votre propre idée sur la situation de ces deux personnalités. L'une est candidate à la présidence de la République, l'autre s'est installée dans la politique française avec un rôle et une influence qui est reconnue. Et puis, dimanche, vous avez pris position très nettement pour la candidature dans sa continuité pour Marine Le Pen. Je m'en tenais un petit peu à la position qu'avait prise Marion Maréchal en déclarant qu'elle ne ferait rien contre sa tante, donc contre Marine. Et j'ai été un petit peu étonné du flou de sa déclaration, mais comme en même temps il y avait une offensive lancée contre Marine Le Pen et sa candidature, j'ai pensé qu'il était nécessaire que je fasse connaître ma position à ce moment-là, à ce moment de la campagne. Alors vous savez, puisqu'on parle de tante et éventuellement de fille, qu'on vous reproche parfois d'exercer une forme de préférence familiale à l'exclusion d'un jugement politique. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? C'est tout à fait inexact, ça. Nous avons des relations normales, cordiales, mais tout de même assez éloignées les unes des autres, et en particulier plus encore avec le Covid, qui dans le fond nous cantonne dans nos propres appartements. En fait, on ne se voit peu, mais nous avons des relations convenables, correctes, mais qui ne sont pas très, très proches. Il y avait cette vieille phrase qui a été un marqueur de la manière dont les Français vous ont perçu. Je préfère mes filles à mes cousines à ma voisine, mais etc. À mes nièces, etc. Bon. J'établissais une hiérarchie générale des relations normales entre les êtres humains. Ça n'avait pas comment dirais-je, de valeur, de principe général, mais enfin tout de même. Voilà, c'était une règle, mais ça supporte d'ailleurs aussi quelquefois des exceptions. En l'occurrence, il n'y a eu aucune référence familiale dans la décision que j'ai prise de soutenir Marine Le Pen, en donnant d'ailleurs des explications, en disant d'abord parce que c'est elle qui représente le mouvement national, et puis aussi, à mon avis, la meilleure chance de succès. Vous vous souvenez que quand il y a eu le changement de nom Front National, Rassemblement National, vous aviez condamné cela. Et il y avait une deuxième formule que je voudrais rappeler. Au moment où le diable devient impopulaire, c'est pas le moment de jouer la carte de la dédiabolisation. Vous avez donc changé d'avis, d'une certaine manière. C'est vrai que, d'ailleurs, le phénomène Zemmour est un peu né de cette discrétion de Marine
sur les sujets régaliens, qu'elle avait évoqués, mais qu'elle avait laissé un petit peu de côté pour traiter les sujets de politique intérieure, et en particulier celle du pouvoir d'achat. Mais voilà, il suffit que le terrain soit un peu libre pour qu'on l'occupe, voilà. Et il y a donc maintenant une concurrence qui s'est établie, mais moi personnellement, je soutiens la ligne politique du Front National et du mouvement national qui l'a suivi depuis 40 ans, un peu plus. Donc je crois qu'en politique, il ne faut pas changer de pied comme ça à tout moment. Vous avez dit que, à vos yeux, politiquement, Éric Zemmour était un inconnu. Or, tout le monde sait que vous entretenez avec lui depuis des décennies une relation personnelle très forte. Comment vous est venu ce mot inconnu? Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais inconnu de la grande politique, si vous voulez, puisqu'il n'avait jamais été candidat. Par conséquent, son irruption comme candidat dans une élection, c'était celle d'un inconnu de ces milieux politiques qui fréquentent les élections, en quelque sorte. Vous savez que Marine Le Pen... Ça n'était pas péjoratif. Non, mais un inconnu pour quelqu'un que vous connaissez très très bien et depuis très longtemps, ça peut surprendre. Non, mais l'expression inconnu, le mot inconnu. Ce serait mélanger les relations personnelles, familiales et la politique, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes dans le domaine politique. Et en parlant comme cela, je parlais en politique. Donc c'est bien l'homme politique dégagé des proximités personnelles, familiales ou amicales qui s'exprime en ce moment. Absolument. Est-ce que vous pensez que lorsque le président de la République sortant se présentera, il va monter ou au contraire, face à une candidature concrète, enregistrer les reproches qu'une grande partie de l'opinion lui font depuis des décennies? On a vu, depuis des mois et des mois, on a vu la question des Gilets jaunes, par exemple, et un degré de détestation d'Emmanuel Macron, dont je sais que vous ne le ressentez pas personnellement, se répandre comme une tache d'huile dans le pays. Quand il entre en campagne, il gagne des points ou il en perd? Il gagne des points ou il en perd? À mon avis, il en perd. À mon avis, il va se tasser et se rapprocher un petit peu de ses concurrents. Ce qui va rendre l'élection présidentielle plus ouverte, et peut-être même très ouverte et très passionnante par ce côté. On revit 2002 peut-être, même si je disais tout à l'heure que c'est créatif, mais c'est la situation de 2002. Un petit peu, c'est vrai. Où le président sortant est en dessous de 20%, n'atteint pas 20%. Et la preuve, tout ça peut changer. La preuve, c'est que ce candidat médiocre a fait un président richement élu. Donc on pourrait passer du 21 avril au 10 avril en quelque sorte, puisque le premier tour a lieu le 10 avril cette fois. Eh bien, je serai patient, j'attendrai. Vous vous attendez à ce que votre position soit comprise de tous vos amis, qui sont restés quand même vos défenseurs alors que vous étiez dans la difficulté de l'exclusion en 2015? Non, parce qu'on ne peut pas passer là-dessus. Il y a eu 3 procès pour maintenir votre titre de président d'honneur. On a changé le nom et on a supprimé la fonction contre vous pour vous écarter de la ligne politique du mouvement que vous aviez fondé et dirigé pendant 40 ans. Et aujourd'hui, il faut utiliser ce mot tellement à la mode, la résilience. Oui, mais je comprends leur réaction affective et je leur demande en quelque sorte de me pardonner cette nécessité dans laquelle je me suis trouvé de me tenir sur le terrain politique proprement dit, sans tenir compte des caractères sentimentaux ou affectifs. Voilà, j'espère qu'ils vont suivre mon exemple et ne penser qu'à l'intérêt général, à l'intérêt de la France, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est très au-dessus des relations personnelles, amicales, ou sentimentales ou affectives. Alors certains spéculent en pensant qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen vont se neutraliser, d'autres pensent qu'il n'y a pas de place pour deux et que quelqu'un va décrocher. Ça peut être Éric Zemmour, ça peut être Marine Le Pen. Votre choix est clair, la continuité politique depuis de 1972 jusqu'au 10 et 24 avril 2022. C'est l'histoire du Front National devenu Rassemblement National qui continue sur les conseils de Jean-Marie Le Pen et avec la vision historique de Jean-Marie Le Pen. Voilà, absolument. Je suis fidèle à mes fidélités. Et ça n'a rien à voir, qui remettrait en cause cette affection profonde qui vous unit aussi
à Éric Zemmour. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Les choix affectifs sont une chose, les choix politiques peuvent être tout à fait différents. Bon, pas tout à fait différents, mais en tous les cas, différents. À partir du moment où des candidats sensiblement identiques, enfin défendant des lignes politiques parallèles, ouvrent un choix que l'on doit trancher. Et puis en fonction des circonstances, pour rire, rien ne vous empêche de soutenir Marine Le Pen au premier tour et de voter Éric Zemmour au deuxième, si c'était ça qui se passait. Après tout, oui, bien sûr. Merci Jean-Marie Le Pen. Oui. À la semaine prochaine.